Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Alors, imaginez un peu la scène. Le subjonctif, c'est bon, on maîtrise, on peut regarder un film français sans les sous-titres, sans problème. Mais au moment de commander une simple baguette, c'est le trou noir, la gorge qui serre. C'est un paradoxe que des milliers d'apprenants connaissent par cœur. Avoir tout le savoir dans la tête, mais pas un mot qui sort. Aujourd'hui, on va laisser la grammaire de côté. On va parler de courage et surtout de comment faire tomber ce fameux mur du silence. Bon, posons la question qui fâche. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette déconnexion totale ? On a passé des heures et des heures à étudier, on a accumulé un vocabulaire de dingue, on a décortiqué des règles de grammaire super complexes, et pourtant, tout ce savoir reste bloqué, comme prisonnier. La vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que je ne sais pas encore ?», mais plutôt « qu'est-ce qui m'empêche de dire ce que je sais déjà ?» Et la réponse, en fait, elle est là, juste sous nos yeux. Le point crucial, c'est que l'obstacle, il n'est pas du tout intellectuel. Ce n'est pas un mur fait de briques de conjugaison ou de syntaxe. Non, le vrai mur, il est psychologique. C'est la peur d'être jugé, la peur de faire une faute bête, la peur d'avoir un accent ridicule. C'est cette peur-là, et uniquement elle, qui nous paralyse la langue. Allez, on va se pencher d'un peu plus près sur ce phénomène. On pourrait l'appeler le grand paradoxe du français. C'est cette situation tellement frustrante où, oui, on peut suivre une conversation, on peut même rire à une blague, comprendre toutes les subtilités d'un dialogue dans un film, mais être complètement incapable de formuler une réponse, même toute simple. Le contraste est saisissant quand on y pense. D'un côté, on a tout l'arsenal, le subjonctif, les temps du passé, un vocabulaire super riche, et de l'autre, la réalité du terrain, le silence. C'est un peu comme avoir une voiture de course magnifique dans son garage, avec le plein d'essence, mais ne jamais oser tourner la clé de contact. Pour vraiment illustrer comment on peut surmonter ça, rien ne vaut une histoire vraie. C'est l'histoire de Maria et de comment elle a remporté une victoire immense avec seulement 2 tout petits mots. C'est une histoire qui prouve que bien souvent, la solution n'est pas du tout là où on la cherche. Alors imaginez Maria. Elle vit à Paris. Tous les soirs, elle est plongée dans la culture française, elle regarde des séries, elle lit des bouquins. Son niveau de compréhension est juste excellent. Elle saisit les jeux de mots, les références culturelles. En théorie, elle est plus que prête. Sauf que la théorie, elle s'arrête net à la porte du supermarché. Et c'est là que le paradoxe frappe de plein fouet. La caissière lui pose une question toute simple, du genre « Vous avez la carte du magasin ?» Et Maria, malgré tout son savoir, répond en anglais. Pourquoi ? La peur qu'on se moque de son accent, la peur de chercher ses mots et de créer un silence gênant, la peur, tout simplement, de ne pas être parfaite. Et cette peur la pousse à se réfugier dans une autre langue. Et puis un jour, dans un petit café parisien, quelque chose bascule. Le serveur s'approche, lui demande ce qu'elle veut boire. Son cœur se met à battre la chamade, la peur est bien là, tapie dans l'ombre. Mais cette fois, au lieu de se taire, elle ouvre la bouche et elle prononce juste ces quelques mots « Un café, s'il vous plaît ». Juste ça. Pas une phrase compliquée, l'essentiel. Et ce moment, c'est un tournant. Et vous savez quoi ? Le serveur n'a pas ri. Il ne l'a pas jugé. Il lui a juste souri et il a apporté son café. Ce jour-là, Maria a compris la leçon la plus importante de tout son apprentissage. On ne meurt pas d'une erreur de prononciation. Le voyage vers la fluidité, ça ne commence pas par un discours parfait. Ça commence par le courage de prononcer 2 mots. Bon, cette histoire est super inspirante. Mais maintenant, concrètement, on fait comment ? Oubliez un instant les listes de vocabulaire interminables. On va se concentrer sur 7 phrases. 7 phrases un peu magiques, qui ne sont pas là pour impressionner, mais pour ouvrir des portes, pour gérer les moments de doute, et surtout pour briser le silence dans des situations bien réelles. Les voici. Pensez à chacune d'elles comme à une clé. Par exemple, pouvez-vous parler plus lentement ? Ça permet de reprendre le contrôle du rythme. Comment dit-on ? Ça transforme un trou de mémoire en une chance d'apprendre quelque chose. Et comme on va le voir, certaines sont de véritables boucliers. Ce sont des outils pour rester dans la conversation, pas pour en sortir en courant. Et parmi ces phrases, celle-ci c'est peut-être la plus puissante de toutes. C'est un bouclier magique. En disant « je pratique mon français », on change complètement la dynamique de l'échange. On n'est plus perçu comme quelqu'un qui fait des erreurs, mais comme quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et croyez-moi, les gens sont presque toujours incroyablement bienveillants avec ceux qui apprennent. C'est une sorte d'excuse positive qui désamorce toute critique avant même qu'elle n'arrive. On va maintenant aborder une idée qui peut sembler un peu à contre-courant, mais qui est tellement libératrice. On va explorer ensemble le pouvoir de l'imperfection. Parce que l'objectif, ce n'est pas de construire la phrase parfaite d'un académicien. Non, l'objectif, c'est juste de communiquer une idée. Et pour y arriver, il y a une règle toute simple, super facile à retenir, la règle des 3 mots. Oubliez l'idée de composer des phrases longues et complexes dans votre tête.
Concentrez-vous juste sur le cœur du message. L'idée, c'est de communiquer, pas de composer une dissertation. Regardez ça. C'est l'illustration parfaite de ce que je veux dire. À gauche, on a la phrase parfaite, complexe, élégante, qui, le plus souvent, reste coincée dans la tête pendant que la personne à qui on voulait parler est déjà partie. Et à droite, le fragment « Tour Eiffel, métro », accompagné d'un sourire, c'est 1000 fois plus efficace. Et pourquoi? Parce que ça, au moins, ça a été dit. Ça existe dans le monde réel. On approche de la fin, et c'est le moment de se demander, au fond, c'est quoi le but de tout cet effort? On n'apprend pas une langue pour avoir 20 sur 20 à l'examen de grammaire. On l'apprend pour créer du lien. L'objectif ultime, le vrai de vrai, c'est la connexion humaine, bien avant la perfection académique. Et voilà la métaphore qui résume tout. Le langage, c'est un pont entre deux personnes. Et un pont, même s'il est un peu tremblant, même s'il n'est pas tout à fait droit, eh bien, il remplit sa fonction du moment qu'il permet de traverser. Un pont un peu bancal qui connecte deux personnes sera toujours infiniment supérieur à l'absence de pont, à un silence parfait. Il est donc temps de changer complètement de perspective sur ce qu'on voit comme des faiblesses. Un accent, ce n'est pas une tare. Au contraire, ça raconte une histoire, ça dit d'où on vient. Une hésitation, ce n'est pas un signe de bêtise, c'est une marque de respect pour une langue qui n'est pas la nôtre. Et les erreurs, les erreurs, elles sont la preuve la plus éclatante du courage, la preuve qu'on a osé essayer. On termine donc avec cette question. Et ce n'est pas juste pour la forme. C'est un véritable appel à l'action. Après tout ce qu'on vient de se dire, maintenant qu'on a compris que la perfection est notre ennemi et que le courage est notre meilleure arme, quels seront les premiers mois? Le voyage de Maria a commencé par un café. Le vôtre, par quoi va-t-il commencer? Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai paradoxe, qui je pense va parler à beaucoup de monde. C'est ce truc un peu fou, on peut passer des années à apprendre le français, on comprend les films, on lit des articles, parfois même on maîtrise le subjonctif, et pourtant, au moment de commander une simple baguette, c'est le trou noir, la gorge se serre, le cerveau se met en pause. C'est une frustration immense, presque une énigme. C'est une énigme que des millions de personnes vivent. Et justement, les sources qu'on analyse aujourd'hui, des extraits du livre Beyond Grammar, Finding the Courage to Speak French, s'attaquent à ça. Mais pas comme un problème de connaissance, plutôt comme un problème de confiance. La thèse de fond, c'est que le mur n'est pas dans la grammaire, il est dans notre tête. C'est la peur du jugement, la peur de l'erreur. La peur de ce petit silence quand on cherche un mot. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Notre objectif aujourd'hui, c'est pas d'ajouter une couche de règles de grammaire sur un savoir qui est souvent déjà là. C'est plutôt de prendre un marteau et de commencer à taper sur ce mur de la peur. L'approche est vraiment psychologique, basée sur le courage pratique. Tout à fait. Et pour bien nous faire comprendre, la source ne commence pas par de la théorie pure. Elle commence par une histoire, une étude de cas tellement parlante. L'histoire de Maria. Elle est l'incarnation de ce blocage. Alors, parlons-en de cette Maria. Le portrait est assez classique, non? Une infirmière brésilienne, la trentaine, elle vit à Paris depuis 2 ans. Et sur le papier, son français est excellent. Le texte précise qu'elle lit Virginie Despentes, ce qui, soyons honnêtes, c'est pas un niveau débutant. Ah non, clairement pas. Elle regarde des séries, elle comprend les conversations. Elle comprend tout. C'est ça le drame. La connaissance est là, elle est solide. Mais la source nous plonge dans une scène du quotidien, toute simple. Au supermarché, la caissière lui demande, de la façon la plus banale qui soit, « Vous avez votre carte de fidélité ?» Et là, paralysie. Maria comprend la question, elle sait ce qu'elle veut répondre, mais rien ne sort. Et sa seule réponse, c'est un réflexe? Un repli. Elle répond « No thank you » en anglais. C'est terrible. On sent presque physiquement son angoisse. Et la source décortique cette peur. Ce n'est pas juste peur de parler, c'est plus précis que ça. C'est la peur que son accent fasse rire, la peur de bafouiller, de créer un malaise en cherchant un mot. J'ai une question là-dessous d'ailleurs. Est-ce que cette peur du jugement est particulièrement forte en France? On a cette réputation parfois d'être un peu puriste. C'est une excellente question. La source ne fait pas d'analyse culturelle comparative, mais elle touche au cœur du problème. En fait, la perception du jugement est plus importante que le jugement réel. Maria, elle imagine que la caissière est une académicienne qui va noter sa performance. Elle projette une exigence de perfection qui est la sienne. Et c'est ça qui la paralyse. Mais, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un tournant. Oui, ce moment charnière dans un petit café. Un décor de film presque. Le serveur s'approche, elle sent la panique monter, tout le scénario habituel. Mais cette fois, quelque chose de différent se passe. Elle se jette à l'eau. Et c'est là que l'analyse devient fascinante.
Son premier acte de bravoure linguistique. Ce n'est pas une phrase complexe. Elle ne se lance pas dans une tirade. Elle dit simplement « un café s'il vous plaît ». C'est tout. C'est tout. 2 mots. La source insiste lourdement là-dessus. Ce n'est pas la phrase qui compte, c'est l'acte de la dire. Et la révélation, c'est la réaction du serveur, ou plutôt sa non-réaction. Exactement. Le serveur n'a pas ri, il n'a pas levé un sourcil, il n'a pas corrigé sa prononciation, il a juste dit « Ok, un café, ça marche, avec du sucre, point ». Il a fait son travail, il a communiqué. Et pour Maria, c'est un électrochoc. Elle réalise que le monde réel n'est pas une salle d'examen. Voilà, les gens ne sont pas là pour la juger, ils veulent juste savoir si elle veut du sucre. C'est fou de penser que tout a basculé avec juste un café. Ça donne de l'espoir. Mais alors, comment on transforme ça en une vraie stratégie ? La source ne nous laisse pas juste avec cette histoire, j'imagine. De trousse de premier secours. D'accord, une boîte à outils. L'idée me plaît, mais la source les appelle les 7 phrases magiques. Honnêtement, magique, ça sonne un peu trop simple, non ? Je suis un peu sceptique. Est-ce que 7 petites phrases peuvent vraiment débloquer quelqu'un ? Ah, je comprends le scepticisme. Le mot magique est peut-être un peu fort, mais il illustre leur effet. Leur génie, c'est qu'elles ne servent pas à parler du monde, mais à gérer la conversation. Prenez la première. Je peux répéter, s'il vous plaît. Au lieu du silence paniqué quand on n'a pas compris, on a une phrase polie. On reprend le contrôle. D'accord. Vu comme ça, ce n'est pas tant la phrase elle-même, mais le fait qu'elle nous redonne le contrôle. C'est malin. Et la deuxième ? La deuxième est dans le même esprit. Comment dit-on mot en français ? Là, on change complètement de posture. On n'est plus la personne qui ne sait pas, on est celle qui veut apprendre. On transforme l'interlocuteur en allié. Ça, je l'ai déjà utilisé, et c'est vrai que ça marche. Les gens sont souvent ravis d'aider. Par contre, la troisième, je suis désolé, je parle un peu français, elle me gêne un peu. Est-ce qu'on ne s'excuse pas un peu trop, là ? On n'a rien fait de mal, on apprend. C'est une objection très pertinente. La source l'aborde. Il ne s'agit pas d'une excuse, mais d'un désamorceur de tension. On prévient juste l'autre que la communication demandera peut-être un petit plus de patience. On gère les attentes. D'accord, c'est une manière de baisser la pression pour tout le monde. Je vois. Et la quatrième est un classique. Pouvez-vous parler plus lentement ? Indispensable. Le frein d'urgence de la conversation, oui. Vient ensuite la 5e. C'est correct. C'est une façon très douce de demander une correction. J'aime bien celle-là. Elle invite à la collaboration. Et la 6e, merci, c'est très gentil. C'est plus qu'un simple merci. Oui, ça crée un lien humain, ça reconnaît l'effort de l'autre. Et enfin, la 7e, qui est peut-être le bouclier ultime, je pratique mon français. Ah oui, celle-là, c'est le passe-droit universel. Elle justifie tout. L'accent, l'hésitation, l'erreur, tout devient légitime. C'est imparable. Exactement. Ces 7 phrases, ensemble, elles construisent un cocon de sécurité. Une fois qu'on les maîtrise, on sait qu'on a des outils pour gérer le difficile. Ok, je suis convaincu. L'idée n'est pas si simpliste. On a la boîte à outils. Mais avoir des outils, c'est une chose, oser s'en servir en est une autre. J'imagine que la source propose des moyens de s'entraîner. Bien sûr, il faut entraîner ce que l'auteur appelle le muscle de la parole. Et pour ça, il propose des exercices très concrets. Le premier est assez amusant. La boulangerie imaginaire. La boulangerie imaginaire. On a l'air un peu fou, non, de jouer une scène comme ça tout seul dans son salon ? On a l'air fou, mais c'est incroyablement efficace. C'est un jeu de rôle. On imagine la scène et on doit répondre à voix haute. La boulangère imaginaire dit « Bonjour, je vous sers » et on doit répondre à voix haute « Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Le but est de créer un automatisme, de s'habituer au son de sa propre voix. Et j'imagine qu'on peut intégrer les phrases magiques si ça se complique. Précisément. L'exercice propose un scénario où elle demande « Vous voulez du pain complet aussi ?» Si on ne comprend pas le mot complet, on doit dégainer une des phrases. On s'entraîne donc à parler et à gérer l'imprévu, mais à risque zéro. C'est l'idée du simulateur de vol pour les pilotes. Le deuxième exercice s'attaque à un autre ennemi, le piège du silence. Celui-là, je le connais bien. C'est quand on veut construire la phrase parfaite dans sa tête. Et le temps de la finaliser, la conversation est déjà passée à autre chose. C'est l'ennemi de la spontanéité. La solution de la source est radicale. Il faut parler en morceaux. En morceaux, c'est-à-dire ? L'exemple donné est frappant. On cherche la tour Eiffel. La version parfaite, celle qui reste silencieuse dans notre tête, c'est « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin ?» C'est magnifique, c'est du Molière, mais ça ne sort jamais. Face à ça, la source propose la version parlée. Tour Eiffel, métro,
Avec un geste, un sourire, Tour Eiffel métro. c'est efficace, c'est sûr. Mais est-ce qu'on ne risque pas de stagner à ce niveau télégraphique? C'est le risque et la source est claire là-dessus. Ce n'est pas un objectif final, c'est une technique de déblocage. Le silence est toujours pire. La règle d'or, c'est mieux vaut 3 mots prononcés qu'une phrase parfaite jamais dite. C'est une première étape. D'accord. C'est un échafaudage. Ça nous mène au 3e exercice, et celui-là est le plus étrange, je trouve. Complètement contre-intuitif. Votre première erreur volontaire. Ah oui, celui-là est un vrai axe psychologique. La logique, c'est que si la peur de l'erreur nous paralyse, alors il faut la confronter directement. Attendez. Faire une erreur exprès, c'est tout ce qu'on essaye d'éviter depuis des années. Exactement. C'est une thérapie par exposition. L'exercice est simple, on s'enregistre en disant une phrase avec une faute volontaire et évidente. L'exemple donné est « j'ai acheté des pommes » avec l'accord incorrect. Ensuite, on écoute et on constate que le monde ne s'est pas arrêté de tourner. On désacralise l'erreur. On se vaccine contre la peur de l'imperfection, en somme. C'est audacieux. J'imagine qu'après ça, on passe à la pratique réelle. Oui, tout cela culmine dans un plan d'action, un défi très doux, le défi des 3 mots. Ça consiste en quoi? C'est un programme sur 7 jours avec des actions minuscules. Jour 1, se regarder dans le miroir et dire à voix haute « Bonjour madame », juste ça. Jour 2, en préparant son café, dire « Un café s'il vous plaît ». Chaque jour, on ajoute une petite phrase, sans enjeu. Le but, c'est de créer une habitude, de recabler le cerveau. Tout à fait. Il s'agit de briser l'association entre parler français et stress. En répétant ces micro-actions, le cerveau commence à associer le français à des gestes quotidiens. La peur est remplacée par l'habitude. C'est une programmation mentale. On passe de la grande performance angoissante à la petite routine rassurante. Ça a beaucoup de sens. Et tout ça nous amène à la conclusion philosophique de la source. Oui, qui est résumée dans une phrase que je trouve extrêmement puissante. Mieux vaut un français imparfait parlé qu'un français parfait jamais dit. C'est le cœur de tout le message. L'objectif, c'est la connexion. J'aime aussi la métaphore finale. Ne pas voir le français comme une forteresse à conquérir, c'est intimidant. Mais plutôt comme un pont à construire. Chaque mot, même maladroit, c'est une pierre qu'on ajoute à ce pont. Et les erreurs ne sont pas des défauts, elles sont la preuve qu'on est en train de construire. C'est un effort qui, contrairement à ce que craignait Maria, est presque toujours vu positivement. L'accent, les hésitations, ça raconte une histoire. Finalement, si on résume, toute cette approche nous invite à faire un déplacement. On doit arrêter de se voir comme un étudiant qui passe un examen et commencer à se voir comme un être humain qui veut communiquer. La priorité, c'est de briser le silence. C'est une invitation à la bienveillance envers soi-même, avant tout. Et ça soulève une dernière piste de réflexion qui prolonge un peu la source. Le texte se concentre beaucoup sur la peur du jugement des autres, le serveur, la caissière. Mais qu'en est-il du juge le plus sévère, celui qui nous accompagne partout? Nous-mêmes. Exactement. Notre propre critique intérieure. Comment on fait pour faire taire cette petite voix qui nous dit « Non, ne dis pas ça, tu vas faire une faute ». Cette voix qui exige la perfection avant même qu'on ait osé ouvrir la bouche. Vaincre la peur du regard des autres est une étape. Mais apprendre à négocier avec ce juge intérieur, c'est peut-être le véritable combat pour trouver sa voie.